Le cinéma brésilien. L'Embrafilm n'est pas une institution créée par le gouvernement. Le gouvernement l'a donné à les cinéastes. Et je pense que le processus du cinéma brésilien était très difficile de s'expliquer parce que il a été des moments où les cinéastes et le gouvernement euh, on avait des plans plus ou moins communs dans ce domaine de cinéma. Et la sortie même de la Embrafilm, c'est un peu dans ce domaine. Non? Euh, L'Embrafilm a été créé en 1969, mais était dans les moments, le moment qu'elle a été créée, elle était seulement une distribution, pas pour distribuer les films à l'étranger. N'est pas une institution de distribution, mais pour faire la propagande du cinéma brésilien à l'extérieur. Et il était aussi dans ces moments-là une autre institution qui s'appelle l'Institut national du cinéma, qui a été créée aussi dans la dictature. Les deux institutions, l'Institut national du cinéma et Embrafilm, sont créées les deux dans le temps du régime militaire. Mais je pense que le cinéma brésilien a parcouru un peu dans une mire d'équilibre, à passer l'équilibre entre coopter, être coopté pour le gouvernement et aussi faire des films, des films qui ne sont pas cooptés. Les œuvres ne sont pas cooptées, mais le cinéma un peu était coopté pour le gouvernement. Et est clair qu'après l'acte institutionnel nombre 5, les choses sont très difficiles, ont été très difficiles pour nous. Et beaucoup de cinéastes sont allés à l'extérieur volontairement ou avec l'impossibilité de travailler ici, sont allés là. Et quelqu'un sont retournés, mais la situation après 1968-69 se trouve très difficile pour le cinéma et pour la culture, parce que la censure était plus forte, les institutions ne répondent pas à les intérêts de la culture nationale, seulement à les choses qui sont dictées par les gouvernements militaires. Et le cinéma, je pense, était une certaine exception, parce qu'il a résisté beaucoup que d'autres formes culturelles. Je pense que les autres ont été résistés, le théâtre aussi, mais le cinéma, une fois l'autre est coopté, mais les œuvres sont faites. Je pense que les principales œuvres sont faites. Je peux te donner un exemple dans les moments où la censure et le régime étaient plus forts que 1964, 3-4, que Leon Richman a fait les films basés en Graciliano Ramos, São Bernardo, et que la censure, par exemple, a voulu quitter deux ou trois parts de films, et Léon a résisté, et le film est sali entier, non sans problème. Mais le film était réussi, était pareil. Je pense que le cas cinéma est un cas un peu plus divers d'autres, parce que le film était
censurés après être. Il y a des films qui ne sont pas passés, il y a des films qui sont restés dans la censure pour beaucoup d'années, mais la question de la censure au cinéma, peut-être, elle était prise à l'intérieur de l'artiste. L'autocensure, non? L'autocensure, je pense que était la censure plus forte qui a gagné un peu l'intérieur de les personnes. C'est difficile de convivre avec cette situation, mais je pense que les cinéastes brésiliens ont fait un peu la concession, un peu leur volonté de faire. Leur volonté de faire. Et c'est un... Je peux dire que en 1965, non, 75, quand les deux institutions, Embrafilme et l'Institut national de cinéma, ont été joints, réunis en une seule institution qui est l'Embrafilme d'aujourd'hui. Dans ces moments-là, je pense que le cinéma brésilien, le cinéma nouveau, par exemple, était dans le pouvoir parce que Roberto Farias a fait la politique des auteurs, non seulement la politique du cinéma commercial, du cinéma plus réussi dans le public, mais a fait des politiques des auteurs. Plusieurs des films sont faits pour cette groupe qui a pris le pouvoir, parce qu'avant, nous avons toute une évolution des présidents ou de l'Institut national du cinéma ou de l'Embrafilme, plus identifié avec le gouvernement militaire. Et après, nous avons une situation mixte, que les personnes n'avons pas identification avec l'idéologie du régime, mais ont la possibilité de voir la possibilité de travailler dans leur vision, non, de leur optique. Et pour ça, je pense que le cinéma était un cas un peu spécial dans ce moment-là. Et de 1975 jusqu'à ce moment-là, je pense que le cinéma était à la gauche, non, au Brésil. Non, la direction du cinéma clairement, toutes les personnes qui étaient dans la présidence, dans la direction, sont personnes identifiées avec la gauche, non avec la droite. C'est curieux ça, mais peut-être l'œuvre ne sont tous ne sont tous à gauche, mais ils ont un peu la tendance. C'est ça. Il y a, je pense que le problème plus grave que nous avons passé dans le régime militaire était pour les cinéastes. Les cinéastes, je pense, ont souffert beaucoup pour l'autocensure. Parce que ils voulaient faire, mais ils ne peuvent pas faire. C'est une situation très difficile de vivre. La création, c'est difficile pour ça. Mais je pense que plus ou moins, toute une génération a fait un peu les plus grandes œuvres du cinéma brésilien ont été faites dans ces régimes. Et d'une forme ou d'autre, les personnes ont fait un peu la magie de salir, de passer, de survivre, et survivre plus ou moins bien. Après l'ouverture, par exemple, nous avons fait des films très importants, je pense, mais nous ne pouvons pas
pensais que les films de Glauber Rocha, par exemple, et même de Léon Hirschman, de Cacá Diegues, de tous les grands cinéastes qui sont formés dans cette période, ne sont pas importants. Je pense que ce sont les œuvres plus importantes de la culture brésilienne du siècle. Non? Je pense, je ne sais pas si j'ai expliqué bien, mais... Hein? Que des films ont été financés directement par le régime militaire. Je pense qu'il était quelqu'un, comme par exemple Indépendance sans mort, qui était un film fait pour le centenaire de l'indépendance brésilienne. Mais il était presque totalement financé par le régime. Mais il y était d'autres, mais le régime s'intéresse plus beaucoup pour faire la propagande et pour les petits films, pour le filmette, pour passer dans la télévision et avant les programmes de cinéma, qui sont aujourd'hui les films de propagande directe du régime. Ça a été fait avec beaucoup de production, de producteurs, non? Producteurs, mais plus spécialisés. Il y a aussi d'autres films qui sont été plus dans la... Il était des tendances dans la financiation du film. Une qui était l'adaptation littéraire, une autre qui était le film historique, qui ont on a beaucoup de financiation. Et dans les groupes de films historiques, quelqu'un sont, peut-être la majorité étaient des films dans l'orientation idéologique du moment politique que nous avons. Et dans la littérature, un peu même, non comme dans l'historique. Je pense que sont faits des films très intéressants. Et le film Saint Bernard était un peu dans cette tendance. Mais le gouvernement a, je suis sûr, financé des films spécifiquement, mais n'était pas une grande quantité. Non? Il y a des cas. Sim. Dans le théâtre, par exemple, on a vu qu'il y avait des acteurs ou des metteurs en scène qui ont été, disons, mis en prison ou torturés. Qu'est-ce qui s'est passé du côté cinéma? Oui, la même chose. Quelques cinéastes comme Joaquim Pedro de Andrade, par exemple, et d'autres sont allés aux prisons. Oui, c'est ça. C'est fait ocorrer au cinéma. Mais dans la même situation que les autres. Non? N'était une répression spécifique du cinéma, était une répression dans les domaines de toute la culture brésilienne, un peu comme ça. Parce que n'est pas pour l'œuvre qu'il a fait, mais pour le mouvement de résistance au régime, je pense. Je pense que parce que sinon, le film était aussi cassé, était aussi censuré. Les films sont passés. J'ai un des plus grands films brésiliens qui était Os Inconfidentes de Joaquim Pedro de Andrade, qui était un film très bon et bien clair pour les qui voient vers, qui les voient voir, qui les veulent voir, qui était une critique très forte sur le régime militaire. Mais Joaquim était allé dans la prison, mais non pour les films qu'il a fait, mais pour la résistance qu'il était engagé. Non? Et je pense aussi que le cinéma brésilien a perdu un peu la direction, parce que ces groupes étaient un groupe très comprimé, et aussi très
très relationnés entre eux. Non? Et après, il y a une division. C'est le problème plus grand, je pense, que l'État il a fait une dispersion du cinéma. C'est la plus grande conséquence, je pense, de la répression de l'État sur le cinéma. C'est une contradiction, mais en même temps que le cinéma se groupe, l'État peut faire la dispersion de ces occupations. C'est le problème principal, je pense, que la dictature nous a donné au cinéma. Et aujourd'hui, le cinéma brésilien n'est pas plus uni, il est un peu dispersé, il est un peu... chacun cherche de prendre son propre intérêt et les choses sont plus dispersées, je pense. Je pense que c'est une conséquence de la dictature. Ça, je suis complètement sûr de ça. Quels étaient les films qui ont, disons, été interdits d'être présentés ou même d'être exportés à cette période? Il était un cas très connu que le Viracema, Georges Bodansky, il n'était pas interdit au Brésil, mais il n'a pas été présenté non, il était présenté à l'extérieur d'une forme différente. Il était disons, était présenté d'une forme non normale. Parce qu'il était présenté premièrement à la télévision allemande et après le KFR au Brésil. Donc avant il était là, à l'extérieur. Et après le KFR ici, il est resté sans être montré ici pour beaucoup d'années, je pense. 6 ou 7 années, je pense. Et après, était présenté sans problème. Mais était un cas qui restait beaucoup de temps dans la censure. Il y a aussi d'autres cas qui sont restés dans la censure beaucoup d'années. Il y a un film comment s'appelle, c'est jeune, jusqu'à... Il y a une autre qui était le film de O País de Sonsarué, un film de Vladimir Carvalho, un documentaire qui était aussi cassé pour la censure beaucoup d'années. Pourquoi justement un film documentaire? Parce que c'est un film qui dénonce la situation de misère, de la situation politique qui a porté à la misère du peuple, non? C'est ça. Et un film de dénonciation très fort. Un peu l'idée d'un pays qui est exactement, totalement exploité. Et il y a d'autres films. Je pense que peut-être numériquement, dans une situation semblable comme ça, peut-être 10 ou 15 films qui ont été restés dans la censure pour beaucoup d'années. Je pense plus ou moins une dizaine de films sont censurés. Ce qui est pas mal. Ouais. Le problème, c'est que la censure, le problème, c'est que une œuvre seulement qui était dans la censure est déjà une tragédie parce que ce n'est pas la question des numéros, mais le problème, la situation est que quelques films sont restés dans la censure, d'autres, la majorité peut-être non. Qu'est-ce qui se passe au Brésil aujourd'hui? Pourquoi le cinéma se porte assez mal? Je pense que le cinéma brésilien n'était aussi mal comme vous disiez, mais il était peut-être sans direction, parce que les personnes,
l'artiste qui font le cinéma, peut-être après l'ouverture politique, cherchons maintenant de choisir un peu leur chemin. Et c'est un nouveau processus qui se passe maintenant. Et parce que si le cinéma s'était comporté, s'était fait dans une direction de résistance, dans ce moment-là, c'est nécessaire de penser la société un peu dans la nouvelle situation. Et la nouvelle situation se présente au cinéaste comme une défi pour réfléchir sur la situation actuelle. Et je pense que ces moments de transition, c'est difficile pour la réflexion artistique. Mais même comme ça, je pense que des films comme Image du inconscient de Léon Hirschman, c'était une œuvre prime, un chef-d'œuvre. Sans doute, je ne sais si vous avez déjà senti ce film-là, Image de l'inconscient de Léon Hirschman. C'est le dernier film de Léon Hirschman. C'est un film très, très important pour le futur aussi. Il y a le film, je pense, le dernier, je n'ai pas le vu, La Bela Palombeira, mais Ópera do Malandro de Rui Guerra, c'est un film, je pense, bien fait, très bien fait. Il y a le film de Georges Doran sur le coup militaire du Chili qui se passe ici au Brésil. Comment ça s'appelle? C'est. Ah mon Dieu, la mémoire. Je gostaria de Suzana Amaral, c'est un film très bon. Bien, il y a une tendance dans le cinéma d'aujourd'hui brésilien que c'est un peu la tendance du cinéma cosmopolite, je pense. Peut-être le nom, la dénomination n'est pas correcte, mais c'est le cinéma de São Paulo, principalement. Le cinéma qui absorbait un peu l'urbanisme dans une dimension cosmique, je pense, plus ample, plus mondiale. Et un peu la tendance du nouveau cinéma de São Paulo, un peu dans cette direction-là. Et la recherche de cette image, qui est une image non spécifique ou directement prise à la réalité du Brésil comme un territoire complet, mais du Brésil moderne, du Brésil avancé politiquement, économiquement, non? C'est un peu la recherche plus créative dans le moment. La recherche de l'homme inquiète d'une cité, d'une ville comme São Paulo. Et ici à Rio, nous avons un peu encore, non une tendance claire, mais nous pouvons voir une certaine dispersion, mais une préoccupation politique plus forte aujourd'hui même. Non? Mais le prochain groupe de films qui devront être faits, je pense, peut-être les cinéastes retournant un peu à la réflexion du passé récent, de ces récents passés. Il y a beaucoup de films qui touchaient les problèmes de la dictature militaire, de la résistance à la dictature militaire, et des projets de films qui devront être faits dans cette année. Je pense qu'il y a une tendance qui peut-être devra équilibrer un peu les choses entre le cinéma plus cosmopolite et le cinéma plus politique qui peut-être doit venir.
Et peut-être notre question, peut-être, c'est que la crise générale que nous passons aujourd'hui, la crise de la économique, principalement avec la dette extérieure très, très, très grave, très forte, l'image même du Brésilien était une image d'un peuple un peu sans force pour salir de cette crise. Peut-être l'autre image était un peu passée, non? Et peut-être le cinéma réfléchit un peu à cette situation. Mais je pense que peu à peu, nous essayons de faire un changement, de trouver la sortie de cette situation avec ces projets nouveaux que j'ai lu, par exemple, 10 projets, ou 10 comment dire en français, non, c'est script, non? Et dans ces dessins de script, je pense que la très grande majorité a été engagée dans la situation ou du passé récent ou d'une vision de la société ou de critiquer la société que nous vivons. Et pour ça, je pense qu'il y a un espoir de retour, exactement, de retour. Mais je ne suis pas totalement d'accord que les films brésiliens sont, dans ces moments-là, moins réussis. Il y a peut-être euh, une quantité moins expressive de films aussi. Parce que l'industrie cinématographique, les films, dans une situation de crise, a diminué aussi. Quer dizer, le numéro de films qui sont faits a diminué beaucoup. Né? Et pour ça, je pense que les plus importants, les plus réussis aussi ne sont pas faits. Bien. Alors, comment fonctionne Embrafilm? Est-ce qu'il est à titre de producteur ou comment est-ce que Embrafilm fonctionne sur, disons, un script d'un cinéaste qui veut produire un film? Quel est le poids utile disons, de Embrafilm? Est-ce qu'il est distributeur ou producteur? Dans ces moments-là, l'Embrafilm fait une coproduction avec les sujets qui lui sont présentés et qu'elle élit comme les sujets de son intérêt. Non? Et elle entre comme coproductrice du film et aussi comme distributeur du film. Et généralement, le contrat de coproduction inclut aussi la distribution. Et elle a été pris presque 300 projets, presque 300 projets. Et il y a pour cette année 61 projets pour financer, pour être une coproduction, pour entrer en coproduction. C'est un peu le système que je connais. Il y a aussi un autre groupe de films qui sont les courts-métrages, les médias-métrages, du caractère plus culturel, qui sont aussi financés par l'Embrafilm. Nous avons fait dans les dernières deux années dernières, nous avons fait presque 188 films de courts et de médias-métrages. Et maintenant, il a sali une liste de, je pense, 30 films, plus ou moins, pour ces premières étapes de la production culturelle. Non? Et un peu le système que je connais ici, c'est ça. Et dans ces 30 films, est-ce qu'il y a des metteurs en scène que nous, Européens, nous connaissons déjà? Je pense que je n'ai pas ici la liste, mais je peux te donner la liste.
je pense qu'il y a aussi, parce que les films de courte et de média métrage sont donnés plutôt à les gens qui commencent, non qui sont déjà dans la profession. C'est une formule de former les jeunes cinéastes aussi. Et pour ça, la tendance est donnée à les gens qui commencent, à les gens qui sont dans son troisième film ou quatrième film de court-métrage ou de média-métrage. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a réussi aussi la financiation qui est déjà connue dans l'Europe, je pense. Je n'ai pas dans ce moment la mémoire de nom, mais je pense qu'il y a quelqu'un. Comme le film, par exemple, Vera, qui a été présenté à Berlin, c'est un film qui a passé, disons, assez vite. Ça veut dire que presque personne l'a vu. Et c'était quand même un film assez marquant. Qu'est-ce que vous en pensez? De Vera, vous disiez qu'il était passé. Les Européens sont intéressés par le film, je pense. Mais je ne sais pas, parce que les problèmes de la distribution à l'extérieur, pour nous, c'est très difficile. Parce que nous n'avons pas le know-how nécessaire pour trouver le chemin correct de faire la distribution à l'extérieur, à l'Europe, aux États-Unis. C'est très difficile, non? Seulement quelqu'un qui a été la possibilité de sortir, comme Pichote, Dona Flor e seus dois maridos, mais la plus grande quantité de films n'arrive pas à les marchés l'extérieur, c'est difficile. Et il y a aussi une autre chose. Le film brésilien est très, plus ou moins très bien connu pour son prestige, pour sa qualité artistique et intellectuelle, mais la part commerciale, la question commerciale, nous n'avançons pas sur ce problème. Nous sommes très timides, je pense. Nous n'avons pas aussi l'agressivité nécessaire pour faire imposer de notre film à la salle commerciale. Et aussi parce que il y a un monopole, non, du cinéma américain qui fait comme que tous les autres cinématographies étaient en second plan, non? Et pour ça, je pense que c'est difficile. Dans la Suisse, par exemple, il y a une réception pour les informations que j'ai, il y a une réception très bonne pour le cinéma brésilien. Et nous avons ici un intérêt très grand pour connaître plus le cinéma suisse. De Alan Tanner à Schlumpf et d'autres, que Zachtin Sauter et d'autres, les films ne sont pas été un grand succès, mais les films qui sont passés ici sont bien réussis pour la critique, pour le peuple un peu plus spécialisé, mais a une intention très, très forte de faire ce changement. Mais le problème, c'est que les mécanismes de cinéma commercial sont très hauts, très forts, très difficiles de faire une pénétration de force. Non, c'est difficile. Je pense que nous devons trouver une formule d'aller un peu plus professionnel, plus agressif dans le marché extérieur, je pense. C'est nécessaire, ça. Nous vivons dans ce moment une situation de définition, je pense, parce que nous sommes réussis jusqu'à quelqu'un né d'une dictature militaire très forte et nous sommes dans un moment de transition politique aussi. Nous n'avons pas une constitution jusqu'à ce moment promulguée. Toujours nous vivons
sur une constitution autoritaire. Non? Nous n'avons pas, d'une façon ou d'autre façon, nous n'avons pas une définition économique aussi. L'État et le pays est très exploité. Non? Les richesses ne restent pas ici. Et je pense que pour ça, un peu le cinéma vive cette crise aussi. Mais vous avez raison, le bon cinéma brésilien a la possibilité d'être montré à l'extérieur. Absolument. Je suis d'accord avec ça. Oui, parce que le cinéma brésilien a quand même eu beaucoup de succès aux États-Unis, comme par exemple Bye Bye Brésil, La Femme Araignée, avec Sonia Braga, et d'autres films qui ont eu quand même beaucoup de succès. Et maintenant, justement, les gens sont habitués à vos films, mais il n'y a plus de films qui sont présentés en Europe. Alors, c'est pour ça que les gens se posent la question, qu'est-ce qui se passe avec le cinéma brésilien? Je pense qu'un peu les résultats d'un moment de transition. Je suis sûr de ça, que nous vivons un moment de transition. Et c'est nécessaire de faire une réflexion forte sur ce moment-là. Mais je pense que la lumière doit venir pour nous, je pense. Parce que la potentialité créative n'est pas disparue, non. Les films ont été déjà faits. Pourquoi nous ne pouvons faire de nouveau des films de même qualité, de même force, de même création? Je pense qu'il est possible et que nous devons retourner et retrouver le chemin, sans doute. Parce que vous avez aussi d'excellents acteurs, femmes comme hommes au Brésil, qui sont aussi très connus chez nous en Europe, ou même en Amérique du Nord. Ça veut dire que le problème est que... Existe sans doute, mais c'est une question de maturation, rematuration des choses. Parce que il est aussi nécessaire de faire venir une nouvelle génération de cinéastes. Sérgio Toledo, par exemple, était un cinéaste très jeune qui a commencé pratiquement le large-métrage avec Vera, non? Enfin, il y a une grande possibilité de rénovation, d'une nouvelle rénovation du cinéma, d'un nouvel cinéma nouveau. Je pense qu'il y a la possibilité. Alors on espère qu'on pourra enfin revoir de très bons films brésiliens chez nous en Europe. Je non seulement espère, mais je suis sûr de ça. Bon, merci beaucoup.